Ménia Martinez est danseuse, chorégraphe, répétitrice, professeure de danse. Elle a travaillé avec des noms prestigieux comme Rudolf Nureyev ou encore Maurice Béjart. Bonsoir Ménia. Bonsoir Ménia Martinez. Je suis ravi de vous avoir sur ce plateau. On va parler bien sûr de cette longue vie que vous avez consacrée à la danse, même dévouée à la danse, à tel point que je me dis, est-ce que vous auriez pu faire un autre métier, Ménia Martinez? Oui, je pourrais avoir fait un autre métier. Quoi, par exemple? Par exemple, je voulais être dans la comédie musicale. Chanteuse, donc? Chanteuse, danseuse, comédie musicale. C'était mon rêve. Mais je n'avais pas assez l'âge pour partir aux États-Unis. Et mes parents, ils n'ont pas voulu. Alors, pourquoi? Parce que c'était trop léger pour eux? Non, c'est parce que toute seule, partir à New York, c'est pas facile. Pourtant, là-bas, à New York et à côté. Mais j'allais beaucoup plus loin après. Mais ce n'est pas la même chose. Je n'avais pas une bourse. Je devais aller là-bas, faire une présentation. J'étais une jeune fille de 11 ans. Et alors, j'avais une belle voix. Et je voulais chanter, je voulais danser en même temps. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était la danse classique. Alors, on m'a mis au conservatoire pour faire des cours de chant. Donc vous êtes rentré, donc ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes né à La Havane, il y a très longtemps. On ne va pas dire la date, vous n'aimez pas les dates, hein? Je n'aime pas les dates, même de mon anniversaire, parce que je n'aime pas septembre. C'est un mois de pluie horrible. Alors je préfère dire que je suis née en juillet. Et pourquoi vous n'aimez pas les dates? C'est de la coquetterie? Non, c'est parce que les dates me rappellent beaucoup d'histoires que parfois je voudrais oublier. Oublier, oui. Alors on ne va pas dire de date. Alors je vis au présent. Voilà, on va et juste au futur, c'est important. Et dans le futur. On va juste quand même dire que vous êtes né à La Havane, ça on peut dire, hein, d'accord? Il y a quand même un certain temps, et que vous avez effectivement été inscrite, vos parents vous ont inscrit en fait dans une école de danse. On m'a inscrit au conservatoire pour faire des cours de chant. C'était une famille artistique, vos parents? Non, absolument pas, mais la famille de ma mère, c'était une grande famille de 23 enfants. Il a eu ma mère, ma grand-mère maternelle. Et alors tous chantaient, jouaient. Imaginez-vous dans un village, parce qu'ils n'habitaient pas à La Havane, tous ces gens-là, tous mes tantes, tous mes cousins, tous mes oncles chantaient, jouaient. Alors tout le monde, ils avaient un public des quartiers. Voilà. Alors je me suis éduquée avec ça. C'était votre environnement quand vous étiez petite? Exactement, mais pas ma maman ni mon papa. Mais mon papa, il aimait beaucoup la musique classique. Et alors, tout le temps, on avait des musiques classiques à la maison. Ma mère adorait les violons. Mon père adorait l'opéra. Wagner, il adorait Wagner. Et alors, mon père et ma mère, ils ont vu que mes deux sœurs, plus âgées que moi, ils faisaient très bien ces études et que j'ai chanté et j'ai dansé tout le temps. Ils m'ont dit, bon, il faut qu'elle chante. Mais quand j'arrivais au conservatoire, je n'avais pas l'âge. La voix n'était pas développée. Il fallait attendre. Alors, comment il fallait attendre? On m'a mis à faire un peu de danse espagnole, 2 fois par semaine. De la danse espagnole au début? Donc pas petit rat, pas classique? Non, je n'ai jamais été petit rat. J'étais tellement mince, je ne mangeais pas beaucoup. Ma mère, elle avait peur de cet effort physique, que c'est la danse. Alors, quand j'étais au conservatoire, j'ai commencé un peu la danse classique 2 fois par semaine. C'était mauvais, très mauvais. Pourquoi? La professeure, parce que 2 fois par semaine, vous n'apprenez pas à danser. C'est pas assez, vous voulez dire? Non, c'est pas assez, non, impossible. Et alors, la professeure l'a dit, elle est très douée. Il a une école, il a quelques années, ils sont ouverts, qui s'appelle Alicia Alonso, que Fernando Alonso est très connu comme professeur. Alors, vous devez l'amener. Ma mère m'a amené, on m'a fait l'épreuve, ils m'ont dit, elle a beaucoup de conditions physiques. Et ça, c'était pour moi déjà... Une victoire. Une victoire, bon, une victoire pas, parce que j'avais la nostalgie de ne pas avoir fait les chants et chanter, faire la comédie musicale. Mais j'ai commencé à m'enthousiasmer. Déjà à 14 ans, j'ai voyagé avec la compagnie. On m'avait mis au corps de ballet parce que j'avais un côté artistique qui fonctionnait bien pour les corps de ballet. Je faisais des petits rôles, des petites choses. Mais quand même, j'étais dans une compagnie de danse. Comment c'était La Havane à cette époque-là? Parce que Fidel Castro n'était pas encore là. Il y avait Batista. C'était Batista. Alors, il y a eu le coup d'État en 59, mais avant le coup d'État, il y avait les Américains étaient là, il y avait des soldats américains.
on était moitié colonie américaine. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une bourse parce que les chaussons de pointe, ça coûtait. Les vêtements de danse, ça coûtait beaucoup. Alors, quand j'ai fait des interventions dans les compagnies, on me payait un petit peu. Alors, j'avais un petit peu d'argent de poche. Mais est-ce que la vie était difficile à ce moment-là, sous Batista? Pour ma famille, oui. Ma famille était pauvre. Oui. Et je suis très fière de ça. Ma mère s'est mariée avec l'homme le plus pauvre de toute sa famille, mais le plus intelligent. Oui. Vous étiez où au moment du coup d'État de Fidel Castro? J'étais en Russie. Vous étiez déjà en Russie à ce moment-là. Ouais. Parce que c'est ça qui est extraordinaire dans votre destin, c'est que vous allez réussir cette école ici à La Havane, et puis vous allez partir, pas en Russie, en URSS, on disait à l'époque. Hein. Ouais. J'ai allé encore plus loin, mais j'ai déjà avait presque 17 ans. Ouais. Mais aujourd'hui, ça paraît presque normal, on dit on voyage en avion, mais à l'époque, c'était quelque chose. Oui, mais c'était pour hasard. J'ai parti avec une délégation, j'étais très jeune et j'aimais beaucoup l'aventure. Prendre un bateau, un avion, voyager, maintenant je déteste. Mais à l'époque, oui, j'ai tellement voyagé. Et avec déjà la compagnie de bateaux. Oui, après, oui. Mais au début, je voulais connaître le monde. Je parlais un peu anglais, l'espagnol, c'est tout. Et alors, j'ai parti à Paris à une organisation de la jeunesse. Et il avait déjà un plus âgé que moi, mais ma mère et mon père connaissaient. Et j'avais voulu aller. Alors, ce sont la propre organisation qui a payé mon voyage. Ouais. Je n'avais pas l'argent pour payer. Et vous étiez toute jeune à l'époque encore? Oui, mais c'était le mois de juillet. Oui. C'était vacances, la compagnie était en congé. Et là, ça présentait le théâtre Bolchoï. Le Bolchoï, oui. Et alors, ils m'ont dit, écoute, on va voir le théâtre Bolchoï, pourquoi tu ne fais pas une représentation, pourquoi tu fais une audition avec? J'ai dit, bon, mais je pensais que je vais retourner à Cuba. Et alors, j'étais là-bas, et on m'a dit, vous êtes doué. Vous êtes doué. Tout ce que j'avais appris à Cuba, c'était pas assez pour être une étoile, mais c'était bien pour avoir une école comme Vaganova. Ouais. Donc c'est une école, il faut expliquer aux gens, hein, c'est une école pas à Moscou mais à Leningrad, hein, une école prestigieuse. Attendez, parce que quand j'ai su que la bourse c'était à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, j'ai pleuré. Oui. Vous avez pleuré? Oui, je pensais que c'est une ville, que ce n'était pas la capitale, que pourquoi on m'envoyait là-bas, et pas Moscou, que la capitale de Moscou, Théâtre Bolchoï. Et après, j'ai compris, quand j'ai arrivé à Leningrad, que la vraie école, c'était à Leningrad, l'école Vaganova. Ouais, que tous les grands sont passés par la même Galina Ulanova, qui après était étoile du Théâtre Bolchoï. Et alors, quand j'ai arrivé, j'ai senti comme une petite déception des avis des élèves. Les élèves, avec les directeurs, ils sont venus au train, parce que j'ai pris un train de Paris oui. à Saint-Pétersbourg, oui. Passer pour Pologne, pour tous ces pays de l'Est. Donc vous avez passé le rideau de fer à ce moment-là. Hein? Comme on disait. J'ai regardé où est la ligne le rideau. Fer, parce que je voyais les gens normaux. Tout le monde était normal, comme partout. Mais c'est l'idée de passer ces frontières-là. C'était comment Leningrad à cette époque? Comme aujourd'hui, très belle ville. Mais j'y arrivais déjà en septembre, parce que, écoutez, on m'a dit, vous partez pas, ma délégation est rentrée. J'ai fait une lettre à ma famille, dès que j'avais reçu une bourse. Et c'était un choc pour ma famille, parce que je suis la dernière de mes 2 sœurs. Ah oui, c'est-à-dire que vos parents pensaient que vous alliez rentrer à Cuba, mais vous avez continué encore plus à l'est. J'avais même pas de vêtements d'hiver. Je suis partie en été. Et alors, j'arrivais dans mon pays où c'était déjà la neige. Cette année, il a eu la neige très tôt. Et j'ai senti comme une espèce de choc. Alors, toutes ces maisons anciennes, je disais, c'est la guerre, ça. Non, c'est comme ça. C'est normal. C'est normal. Et alors, je ne voyais rien. Il avait comme une espèce de brume, comme ça. Oui, un brouillard. C'est gris à Bruxelles, oui. Que pour moi, c'est rien. À cette époque-là, c'était beaucoup. Des soleils, des Cuba, des palmiers, de la mer. C'est un choc pour une jeune fille. Comment vous vous sentiez alors? Très mal. Oui. J'arrivais dans l'internat. Il y avait beaucoup de lits, comme à l'hôpital. Et je me suis dit, c'est ici que je vais rester. Je pensais que je resterais 1 an, 2 ans. Je restais 5 ans. Parce qu'on m'a dit, non, vous partez d'ici diplômé.
Vous n'avez plus vu vos parents depuis là pendant 5 ans? L'eau. Et en plus, la connexion, c'était très difficile. Le téléphone, vous voulez dire? Pour appeler, Téléphone, oui. lettres et tout. Oui. Cuba, c'était interdit d'écrire avec les Russes. Alors j'ai appris la langue très vite. Quand j'ai appris la langue très vite, c'est l'oreille musicale. Immédiatement, je me sentais mieux. Et j'ai vu qu'il avait une chaleur. Vous savez, les gens slaves sont Oui. très chaleureux, tous. Et les Russes sont très chaleureux, c'est d'embrasser. Et Menushka et Meni était la gâtée de l'école. La gâtée complètement. Je faisais ça que je voulais. Vous étiez la petite princesse, quoi. Voilà. Mais quand j'ai arrivé à la gare, j'ai vu qu'il y avait un groupe de jeunes filles avec un monsieur. Et ils ne venaient pas m'accueillir. Tout le monde était Menia Martinez, Menia Martinez. Ils pensaient que c'est un bassané qui arrive de Cuba. Alors quand ils ont dit, vous êtes Menia, j'ai senti comme une espèce de déception. Mais les clairs et les blancs, j'ai dit ah oui. Alors vous verrez maintenant si je suis cute ou pas. J'ai commencé à danser la rumba, la salsa, à chanter dans l'école, dans les couloirs. J'étais comme ça. Ouais. Et alors, j'ai dit, vous voulez une cubaine? Voilà. Comme un rayon de soleil à Leningrad. Oui. C'était terrible. Alors il faut que vous nous expliquiez quand même la rencontre avec Rudolf Nureyev. Bon, il arrive à l'école, j'étais déjà à l'école. Et mon professeur, c'est le mari de ma professeure, il était toujours Mistikov. Il était professeur de garçons. Ils m'ont dit, j'étais chez eux ce jour-là. C'était un dimanche, l'école fermée. Il dit, il y a un garçon qui vient d'Oufa. De où? Oufa. Il est né à Oufa, D'accord. c'est Tadjikistan. Et ma professeure, il était de Tadjikistan. D'accord. Alors, il faut qu'il vienne le voir, si ça vaut la peine, pour lui faire lui donner une bourse. Et alors, après, je suis beaucoup plus, parce que Rudy m'a raconté, Nureyev m'a raconté beaucoup de choses. Mais bon, ce moment-là, je dis, je voudrais le voir. Et on allait tous là-bas, mais on ne pouvait pas rentrer, je ne l'avais pas vu. Et alors, j'ai regardé pour un petit truc, qu'on s'en faisait à l'école. Quand il avait des danseuses étoiles qui répétaient, on regardait pour un petit truc comme ça, dans les salons, parce que la porte était fermée. Après, non. Hein. Après, j'ai frappé, il m'a dit, Menia peut s'asseoir. J'écrivais des leçons de tout le monde. Et alors... Mais à ce moment-là, c'était encore... À ce moment-là, oui, c'était les premières années. Et alors... je ne pouvais rien voir, parce que c'était une seule personne qui faisait l'audition. Quand le mari de Kumistico, l'époux de ma professeure a sorti, m'a dit le nouveau Nijinsky. Ça, je garde toujours dans ma mémoire. Je l'ai raconté à Rudy. Le nouveau Nijinsky. Le nouveau Nijinsky. Il a un saut, il est un peu sauvage, il n'a pas encore la bonne école, mais c'est incroyable, ce garçon-là, la force, le tempérament qu'il a, évidemment. Déjà lundi, il était déjà dans les cours. Il est devenu un alors, ami, un compagnon? Il s'attachait beaucoup à moi. J'ai parlé déjà les Russes. Et alors, il était inconditionnel. À côté de moi, il y a une famille qui m'a adopté là-bas, qui m'a beaucoup aidé. C'est le docteur Buchenstein. Il était académicien de l'Académie des sciences. À Sa Moscou, femme, donc, hein? Non, tout ça, c'est à Saint-Pétersbourg, à Leningrad. Oui. Et il a appartenu à l'Académie des sciences. C'est des gens intellectuels qui m'ont aidé pour la langue. Oui. J'ai regardé beaucoup des spectacles de théâtre. Vous êtes rentré dans la culture russe? Dans la culture, ils m'ont beaucoup aidé. Parfois, je disais n'importe quoi. Je dis, mais toute l'école parle comme ça. Oui, mais ça, c'est l'argot. Ça, c'est pas les vrais Russes. Alors, c'est une famille qui m'a accueilli comme si j'étais partie de la famille. Oui. Ils avaient des enfants, un garçon et une fille. J'étais partie de la famille. Et alors, Rudik, il est rentré dans ses familles aussi. Mais attention, alors, vous dites Rudik, c'est Rudolf Nureyev. Vous ne l'appelez jamais Rudolf, en fait? Jamais. Pourquoi? Parce qu'on l'appelait Rudik. C'était son petit nom? Oui, il m'appelait à moi Menushka. Pas Menia. Menushka. Et maintenant que j'étais pour les 20 anniversaires de sa mort, les gens, Menushka, Menushka, les gens qui étaient là, qui m'ont accueilli, voilà, parce qu'il a eu une conférence de presse. C'était tous étonnés que la conférence de presse, je la donnais en russe. J'ai dit, je n'ai pas oublié la langue. Alors, vous êtes imprégné effectivement de la culture russe grâce à cette famille, grâce à Rudik. Néanmoins, vous allez quitter la Russie, vous allez retourner à Cuba. Et j'ai fini l'école.
Je voulais, quand fini, il oui. y a eu la révolution, ça m'intéressait beaucoup. Je voulais rentrer, il m'a dit non, vous devez rester jusqu'à la fin de votre étude. Et j'avais fait en finale des cours très bien, j'avais dansé les signes noirs. C'est un grand rôle Oui. qu'on m'a donné, les signes noirs. Et parce que tous les mois, on avait des spectacles. Mais je commençais à faire des spectacles d'accord à mon niveau technique. Déjà à la fin, je fais signes noirs. Et Donc vous étiez quoi? On dit que la favorite, c'est comme ça qu'on dit, la j'étais principale? favori, il La avait plein. Non, oui. Il avait Macaro en ce moment-là. Macaro, Natacha Macaro était là. Grande danseuse. Mais oui, Est-ce qu'il y avait grande danseuse. des tensions, des jalousies entre Jamais. filles? Non? Jamais. Mais Macaro était très ami à moi. Elle On était amie. sortait ensemble, oui, oui. Oui. Il avait beaucoup, il avait Ala Sisso, qui était une danseuse fantastique, qu'il a un film, que Rudik dansait beaucoup avec elle, il n'aimait pas du tout. Donc vous repartez à Cuba à un moment Alors donné. j'ai rentré à Cuba, il avait un autre pays, un autre système, et j'ai vu dans Tout la... avait changé. Tout avait changé, mais ça qui m'a frappé, c'est que j'ai arrivé à l'aéroport habillé d'hiver. Et c'était le mois de C'était le juillet. contraire. Et alors, j'ai vu des barbous partout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas mon pays, ça. Alors, pour donner le passeport, on voyait les cachets de l'Union soviétique. Alors, le monsieur m'a regardé. J'avais toute ma valise pleine de livres et de disques. Parce que je ne pouvais pas apporter des vêtements d'hiver, Non. ni manteau, rien, j'avais. Non. Et alors, quand j'arrive, le monsieur m'a dit de la douane, c'est pas grave, tout le monde est cubain ici, rentrez. Mais j'ai vu la tête comme, qu'est-ce que c'est une fille? Il a fait, elle était peut-être dans des questions politiques, il n'a rien demandé. Et alors, je rentrais, j'étais comme 2 ou 3 mois sans pouvoir parler, dire un mot, j'avais perdu la voix. L'émotion et les chaleurs. Oui, le contraste. La humidité à Cuba, c'est terrible. Oui. Et quand c'est très humide, parfois il y a des gens qui perdent la voix, parce Oui. que c'est une chaleur que vous ne pouvez pas supporter. J'ai passé l'été au sud, à Géorgie, à la montagne de Russie, pas à Cuba. On me payait le voyage pour que je me repose à la mer. En Russie. Alors, il y a Béjar qui va entrer dans votre vie. Comme vous voyez, à rentrer très facilement. Ouais. Et il avait entendu parler de moi, parce que je l'ai demandé 1000 fois, Maurice, vous pouvez me dire pourquoi vous m'avez invité à moi? Il avait plein de danseuses à Cuba. Donc il était en train de, faut expliquer aux gens, il était en train de former les ballets du XXe siècle. Hein, Non, c'était ces compagnies existaient Oui, déjà elle depuis existait, longtemps. mais voilà, il fallait recruter. Il est arrivé avec la compagnie, vous savez qu'il il était avec la compagnie à Mexico Oui. pour les Olympiades. Il avait juste représenté avec le ballet du XXe siècle. Et de Mexico, il a voulu toujours aller à Cuba. Il était à Cuba, il a présenté son spectacle, Sacré Printemps, Bhakti, une pièce de théâtre que jouait Maria Casares. Oui, ah, Maria Casares. La nuit obscure, qui m'a beaucoup impressionné, parce que c'était théâtre. Alors le public à La Havane était tous les cinéastes, tous les directeurs de théâtre. Il avait plus de gens de théâtre que de ballet. Et alors là, il est rentré au studio, il a vu comment j'ai répété, mais en même temps que j'ai donné des cours de garçon. Et ça, vous savez que la compagnie était beaucoup plus pour les hommes que pour les femmes à cette époque-là. Et ça l'a frappé. Et alors j'ai dit, j'aimerais inviter cette fille, mais il avait pensé qu'on ne va pas me laisser partir. Parce que c'était Cuba, quoi. Oui, oui. Alors il a dit à quelqu'un qui parlait très bien français, il a dit, ça m'intéresse beaucoup, Ménia. Elle est très bien comme danseuse, et en plus, j'aurais des choses, une danseuse et une professeure. Donc il voulait vous ramener à Bruxelles. Alors, tout est resté là, a passé 1 an et demi. Et un ami à moi l'a écrit à Maurice Béjar, cette personne qui est servait de traducteur Ménia, vient de quitter le ballet de Cuba. Je voulais quitter le ballet de Cuba et pas faire que des ballets romantiques en ce moment-là. Changer un peu, oui. J'ai parti dans une autre compagnie, en dehors de La Havane, pour faire autre chose. Et elle est libre. Alors, vous ne devez pas le demander au Ballet national de Cuba, vous pouvez directement au ministère de la Culture. Le ministre de la Culture m'appelle et il m'a dit, vous avez une invitation du Théâtre Royal de la Monnaie, signée M. Guzmán, qui était l'administrateur général. Béjar veut vous inviter, ça vous intéresse?
Je dis oui. J'ai adoré ces compagnies. Je voulais pas être toute ma vie. Non. Je voulais faire des répertoires de nouveau. Oui. Mais passer quelques années avec lui, je pensais que je vais beaucoup apprendre. Oui. Ça a été le cas. Et j'ai beaucoup appris. Ça a été le cas. Parce que c'était j'ai beaucoup donné. Hein. Oui. J'ai beaucoup donné à la compagnie parce que j'étais la professeure de tous les jours des garçons. Oui, c'était plus de la danse classique, hein. C'était, on était dans le contemporain ou néoclassique. On dit néoclassique. J'ai dansé toujours en pointe avec Béjart. Oui, c'est vrai. Oui. Pourquoi cette fidélité à la danse classique? Parce que, d'accord avec Béjart, c'est la base de tout. Oui. C'est une formation physique formidable. Quand vous avez la technique, la formation classique, vous pouvez tout faire. Oui. Est-ce que vous regardez la nouvelle génération ici, ou qui est déjà âgée, mais enfin, les Anne-Theresa de Kersmacher, les Michel Noiret, etc. Est-ce que vous suivez Michel Noiret, je l'apprécie beaucoup. Oui. Parce que je la connais quand elle était à l'école elle-même. Elle a fait en Espagne. Moudra, hein, oui. Moudra. Elle a fait, quand Georges Lefebvre il a décédé. Votre mari? Oui, exactement. Oui. On l'a invité à faire un ballet. Et là, quand elle est arrivée, il a dit, mais c'est une grande compagnie. Si elle était un peu étonnée. Après ça, elle a fait beaucoup de compagnies aussi grandes comme le Ballet Royal de Wallonie. Et alors, je l'apprécie beaucoup parce qu'elle faisait des choses intéressantes. Et non, Quel est votre regard aujourd'hui sur les danseurs aujourd'hui, sur les chorégraphes contemporains? Il ne faut pas trop me demander parce que je ne serai pas trop gentil. Allez-y. Ça a beaucoup changé. À l'époque, un chorégraphe contemporain ne voulait rien savoir de la technique classique. Maintenant, ça a changé beaucoup. Maintenant, tous les chorégraphes contemporains du monde entier, ils viennent à la danse classique comme base. Oui. Tous. Malandan, Pré-Jocache, tous ces grands noms de la danse en France, ils sont tous plein de danseurs qui sont une base classique. Donc il y a eu un changement. Mais il avait une époque, oui, il avait une époque qu'on voulait refuser balayer, ça. On voulait balayer. Mais partout, oui, hein, pas seulement ici. Qu'on voulait balayer et que non, la danse classique, on s'est démodé. Rien n'est démodé pour que l'opéra n'est pas démodé. Oui. Ni Wagner, ni Schumann, ni Chopin. Rien n'est démodé quand c'est bon. C'est une base que vous pouvez garder. Coppel et Gisèle l'a désigné tout le temps, ça c'est terrible. Oui. Ça on ne devrait pas faire. Et en plus, je vous dis que les ballets classiques, ça coûte très cher en compagnie. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde ou Il faut 60 personnes. Oui, il faut payer. Et maintenant, avec 20 personnes, vous faites des chefs d'œuvre formidables. Oui, c'est vrai. Mais alors, la danse a évolué, la danse classique aussi, la pédagogie aussi. Oui. Je ne donne pas les mêmes cours aujourd'hui que je donnais il y a 20 ans. Oui, ça a évolué. Ça a évolué. C'est pour ça, c'est parce que vous croyez en cette base que vous donnez encore aujourd'hui des cours, qu'on vous invite à Paris, à Munich, enfin la liste est longue, Monte-Carlo, vous donnez ici à Yandra, à Bruxelles des cours. Je suis attachée plus de 10 ans à l'Académie de danse de Yantra. Yantra, c'est un centre de danse très intéressant parce qu'il a un grand salon, il a des grands professeurs qui arrivent et en plus il a de tout. Mais moi, je suis directrice artistique de la partie classique. Oui. Et alors, je surveille toujours avec son directeur Philippe, qui garde de bons professeurs à un bon niveau. Et tous les professionnels passent. Je viens de donner une classe maintenant. Oui. Mais quand Jean-Paul Dibert m'a parlé de l'idée à Maison Béjart, j'ai dit mère, j'ai dit tout de suite oui. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle formation. Et avec des jeunes. Et parce que c'est Maurice Béjart. Et la direction artistique de Maurice Béjart. En plus, Maurice Béjart m'apprécie beaucoup. Ouais. J'ai eu un grand rapport avec lui. Il m'appréciait tellement, comme professeur aussi, que quand il est parti à Lausanne, il m'a demandé, Georges Don et lui, plusieurs fois, il faut venir avec moi, il faut venir avec moi. Je l'ai fait. J'ai quitté mon travail comme danseuse ici et j'ai parti pour être dans les premiers mois de Béjart à Lausanne. Et pourquoi vous n'êtes pas resté? Non, ça ne m'intéressait pas. Pourquoi? Lausanne, d'abord, je n'ai pas aimé la ville. Je l'ai demandé à Maurice, comment vous pouvez s'adapter après Bruxelles, c'est une ville tellement intéressante. Il m'a dit, Ménia, pour moi, un pays, c'est le théâtre. Je suis dedans dans un théâtre, j'ai un bon travail et je ne regarde pas ailleurs. Et vous aviez besoin de voir à l'extérieur? Non, rester chez Béjart, c'est rester dans les mêmes choses. Ah oui. Je voulais toujours le changement. En plus, Maurice, il n'aimait pas quand on quitte. J'ai quitté une fois pour faire un gala d'une semaine. Il a supporté ça parce que c'était Ménia, mais il n'aime pas qu'on les quitte. Faire des galas, rien du tout. Et je voulais être
invité, comme professeur aussi ailleurs, avec les ballets de Wallonie que mon mari dirigeait. Je pouvais quitter et aller à l'Opéra de Paris. J'étais à Munich avec Marcia Haydé, j'étais au ballet de Stuttgart, j'étais au ballet de Düsseldorf, et le monde entier. j'ai fait Berlin. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sera ma dernière question parce que le temps passe très vite avec vous, est-ce que vous avez encore des projets? Et si oui, lesquels? Parce que j'ai l'impression que voilà, votre vie déboule. Moi, je ne m'arrête pas. Moi, je crois que les projets sont toujours devant, n'importe quel âge, vous savez. La retraite, vous n'y croyez pas? Pas du tout. Pourquoi? Pendant que je suis debout, que je peux m'entraîner et que je peux donner des cours et être utile, les mêmes choses que m'a dit Béjart et Georges Don. Quand mon mari s'est décédé, j'ai eu un grand chagrin. Et j'ai dit, mais pourquoi je suis vivant? Et lui, qui était un créateur, il m'a dit, toi, une étoile comme danseuse, une étoile comme professeur, toi, dois encore beaucoup donner, Ménia. Et jusqu'au dernier moment, on doit donner, servir à tous ces gens-là qui demandent tout ce que tu as appris dans ta vie. Merci. Merci beaucoup, Ménia Martinez. Merci beaucoup.